j'ai l'impression que Évidemment, un point à prendre en compte aussi. Marie-Agnès, excusez-moi, est-ce que j'ose un tout petit complément Bien concernant le sûr, moment je de vous la en prie. visite? Sur Morges, on a l'exemple concret, c'est aussi que ça servira peut-être de petite anecdote pour les nouveaux guides. On a l'exemple du marché qui se déroule à la Grand-Rue les mercredis et samedis matins. Et alors ça, j'ai l'impression que c'est très personnel aux guides parce que certains des guides déjà plus anciens me disent, ouh là là là, on va pas faire une visite guidée jour de marché, c'est chaotique, il y a du monde, il faut slalomer entre les étals. Et puis pour d'autres, ce sera le petit plus de dire, ben voilà, ils vont voir le Morge authentique en matinée de marché. Donc des fois, ça peut être interprété aussi selon la sensibilité du guide. Peut-être bien sûr, voilà, typiquement, on a eu un groupe de malvoyants il n'y a pas très longtemps. Ce public-là, qui est peut-être plus alerte au son, où c'est peut-être plus compliqué de se déplacer, là, personnellement, j'éviterais. Mais des fois, il y a des moments où ça peut être un plus d'avoir un événement supplémentaire, puis pour d'autres guides, ça peut être une crainte ou un obstacle. Ça, je ne sais pas si vous avez, vous, des recommandations par rapport à ça. Alors, effectivement, voir la ville sous un angle vivant, c'est toujours intéressant pour les publics, hein, de plonger dans l'intimité de la ville, si vous voulez, en quelque sorte. Et un marché, c'est une expérience sensorielle, hein. Vous avez évidemment le lieu, mais il y a les bruits, il y a les odeurs, il y a tout un tas de choses. Et ça reste en général ancré dans la tête des visiteurs quand ils sont passés par le marché. Après, il faut bien choisir là, le lieu où on va se placer pour parler à nos visiteurs. C'est plutôt en termes de commodité de déplacement dans cet espace et d'emplacement. Donc, il faut y avoir réfléchi avant pour que ce soit quand même agréable pour le visiteur. Parce que si on est dans le marché mais que personne n'entend rien parce qu'il y a trop de bruit là où j'ai décidé de me placer, on ne va pas se mettre, par exemple, devant le marchand de poissons qui est en train de crier, hein. Par exemple, on va trouver un endroit un peu au calme. Eh bien, ça peut prétériter de la qualité si les gens n'entendent pas. Donc, le choix de l'emplacement, il est intéressant. Mais on reviendra sur les scénarios de visite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup qu'on leur parle de la vie quotidienne des villes dans lesquelles ils sont guidés. Et ça, c'est vraiment à retenir, effectivement. Merci beaucoup pour votre commentaire. Alors, j'ai parlé de la documentation de l'information tout à l'heure. Je vais vous donner des fiches, je vais vous envoyer des fiches récapitulatives sur tous ces sujets de ce matin. Évidemment, la documentation, vous avez dit, Stéphanie, justement qu'une des premières façons d'améliorer sa documentation et son information, c'est de suivre d'autres visites guidées par d'autres collègues. Ça, c'est vraiment très important. Mais évidemment, vous travaillez à base de documents historiques, hein, de livres que vous empruntez à la bibliothèque. N'oubliez pas cependant qu'il existe aussi dans les musées par exemple, des catalogues, des dossiers de presse qui peuvent vous apporter aussi beaucoup d'éléments complémentaires, hein. Au niveau d'Internet, alors aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'avec l'intelligence artificielle, on a accès à à des ressources, on va dire, complémentaires. Quand on fait des recherches sur Internet, on peut, hein. Bien sûr, Wikipédia, tout le monde l'a utilisé. Ce qu'il faut faire, c'est absolument vérifier les sources. Vérifier avec d'autres sources scientifiques que ce qui est dit est correct. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez très bien utiliser pour vous aider ChatGPT, mais il faut absolument demander les sources. Quand vous faites une requête, vous demandez les sources précises pour chaque type d'information qui est donnée. Ça, c'est possible, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ChatGPT, on ne peut pas voir les sources. Mais si, mais il faut les demander explicitement au moteur de recherche. Il faut lui dire quelle est ta source pour telle information. Et il va vous la donner, hein. Mais toujours sourcé. Sourcé et recoupé avec des éléments scientifiques ou historiques. Après, les autres types d'informations qu'on doit maîtriser, hein, en visite, c'est aussi des informations qui ne sont pas forcément liées à l'histoire du lieu ou à la géographie du lieu, ou peu importe. Il y a aussi des informations très concrètes sur la ville. On a parlé du marché tout à l'heure, mais il y a aussi des éléments pratiques que vous devez maîtriser en termes d'information. C'est par exemple les numéros et les adresses des services d'urgence. D'accord?
c'est les moyens de transport pour aller d'un point à un autre dans la ville. Ce sont le nom des autres institutions et leurs horaires d'ouverture, par exemple, institutions culturelles, hein. C'est aussi les festivités, le programme de la ville dans laquelle vous guidez, donner des éléments de repère. Parce que les visiteurs, quand ils sont en visite, ils vont vous poser des questions, pas forcément sur votre contenu scientifique et historique, mais beaucoup sur le quotidien de la ville, justement, sur son fonctionnement et sur leur visite en tant qu'expérience pratique. Donc ça, c'est toujours important d'avoir préparé ça et d'avoir sur soi, hein, parce que parfois on ne peut pas tout mémoriser, mais d'avoir dans son petit sac, là, en bandoulière ou sac à dos, avoir le petit dépliant de la ville avec la programmation des festivités, une petite fiche avec les numéros d'urgence, des informations sur les transports, etc., les autres institutions. Voilà pour la documentation. Maintenant, si je vais un peu plus loin, je dirais qu'une visite guidée réussie s'appuie sur 3 points centraux. C'est la prise en compte des besoins et des attentes des participants, la gestion du temps et la structuration du commentaire. Alors, comment on fait pour prendre en compte les besoins et les attentes des participants? Comment est-ce qu'on peut les connaître? Ben, à la base, quand Stéphanie va vous proposer une visite, elle va vous dire, voilà, c'est tel groupe qui a telle caractéristique, hein. Ils viennent, c'est un groupe de Français qui vient de Lyon, qui n'a jamais visité Morges. Ou ce groupe est composé de seniors, par exemple. Ça, c'est des informations qui sont importantes pour vous, pour savoir quel rythme vous allez adopter au cours de votre visite. Vous pouvez aussi, vous, à l'arrivée du groupe, engager la discussion avec le groupe et dire, voilà, j'ai envie de vous connaître un peu plus. Et est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez? Est-ce que vous êtes déjà venu ici? En réalité, ça se fait de façon très informelle, puisque vous savez que les visiteurs, ils arrivent au compte-gouttes. Avant qu'un groupe parte en visite, ils n'arrivent pas tous au même moment. Il y en a qui arrivent 10 minutes avant, d'autres 30 secondes avant, hein. Mais pendant ce laps de temps, on en profite pour faire connaissance avec nos visiteurs et, entre parenthèses, comme on l'avait vu la dernière fois, pour créer ce qu'on appelle la dynamique du groupe, c'est-à-dire créer cette bonne ambiance dans le groupe, dans la mesure où ce qu'on va faire, on va on va relier les personnes les unes aux autres. On va leur dire, ah, oui, vous venez de Hambourg. Eh bien, je crois que madame aussi, à côté de vous, elle est allemande, elle vient de telle ville. Et donc, ça permet de créer un climat agréable de visite parce qu'on connaît un peu mieux les autres, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est la prise en compte des attentes et des besoins des visiteurs. Je contrôle évidemment l'heure aussi pour l'enregistrement et je vais faire un arrêt de l'enregistrement pour redémarrer ici à ce moment-là.